Bienvenue dans votre émission BET Buzz. On est content de vous retrouver toujours plus nombreux. Merci. Aujourd'hui, c'est Balou qui nous rejoindra en fin d'émission, rentrée fraîchement du carnaval de Martinique. Ça va. Et aussi notre coup de cœur, la réalisatrice Josa Enjambé, nommée au César. On est content aussi de retrouver les tableaux de la talentueuse Salidé. Autour de nous, notre artiste du mois qui expose sur notre plateau à l'occasion du Black History Month que nous célébrons à notre façon. Et oui, avec nos deux invités du jour, un autre réalisateur nommé au César. Décidément, ce soir, c'est Red Carpet. On a pris grand soin, évidemment, de dépoussiérer également pour une légende de la musique. Ladjli et Jacob Desvarieux sont avec nous. Comment vous allez, messieurs? Très bien. Quel plaisir de vous avoir, Ladj, nommé au César. La classe, voilà. On l'a dit, deux nommés au César ce soir. Et Jacob. Jacob qui a en plus décalé son voyage. Où ça? Tu partais où? Singapour. Ah, ça, pardon. Pour nous, pour s'arrêter. Bah, oui. Pour être avec vous, pour être avec vous, évidemment, dans BET Buzz. On est très honorés. C'est quoi le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle du Black History Month, puisqu'on le célèbre tout le mois sur BET? Premier mot? Ouais. Ben, à quand en France? Ah. C'est une phrase punch. Ouais, ça, ouais. Effectivement. C'est une vraie question. On y travaille, nous. Ladj, toi? Un mot sur le Black History Month. Bah, le combat, en tout cas le combat des Blacks en Amérique et qui continue aussi en France. C'est important de défendre la cause des Blacks en France, des Noirs. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une fois qu'on utilise Black, c'est compliqué. Et quand on utilise Noir... Chut, ne dis plus rien. Arrêtez-vous. Glissante. Avant de revenir sur la nomination de Ladjli et sur son film Les Misérables, stoppons-nous sur son voisin. Avec Kassav, il a sillonné le monde entier, reçu la victoire de la musique du meilleur groupe, vendu des millions de disques. Depuis le début de l'aventure, plus de 2 millions de personnes sont venues les acclamer en concert. Premier groupe français à avoir rempli le Stade de France. Bercy blindé plusieurs fois, on compte plus les Zéniths, même si d'ailleurs ils sont détenteurs du record de ceux qui ont fait le plus de fois, celui de Paris. Il est l'artisan d'un genre musical, l'un des plus populaires au monde, le zouk, et reste un des musiciens les plus courtisés entre Europe et Afrique. Jacob Desvarieux est dans BET Buzz. Il y a Jacob Desvarieux qui est là, le vrai. Quand même. Ladj, il est à côté de toi, la légende. Légende, une grande légende. Ah, mais tu vois, le gars, on aurait dû mettre sous blister tellement il est. Tu vois, sur un podium comme ça. Est-ce qu'on peut dire, Jacob, qu'avec ton groupe Kassav, il y a 30 ans, vous avez inventé le zouk? Oui, on peut dire ça. Mais c'est dingue, quand même, hein. Vous avez lancé un genre musical, quoi. Ouais, mais bon, c'était le but au départ, quoi. Tu vois, l'idée, c'était de trouver un moyen de faire écouter la musique antillaise dans le monde entier. Il y a des adaptations du zouk. On se rappelle que les Brésiliens inventent le brasa zouk, l'angola, la kizomba, évidemment. Si vous ne connaissez pas Kassav, déjà vous avez raté votre vie. Heureusement, séance de rattrapage avec cet extrait. Malade, à l'hôpital. Non mais moi tu peux me lancer, hein. Bien sûr, évidemment. On s'est tous jetés à corps perdu dans ces danses. Alors Kassav a fait le tour du monde et vous êtes d'ailleurs le premier groupe à avoir joué en Union soviétique. Premier groupe noir. Le premier groupe noir, absolument, noir à avoir joué en Union soviétique, oui, pas le premier groupe. Mais à une époque où justement il y avait la guerre froide, l'Union soviétique, donc c'est ce pays qui était une fédération de pays du bloc de l'Est à l'époque. Comment ça s'est passé? Un jour, notre manager de l'époque, il me dit oui, alors il y a quelqu'un qui voudrait qu'on vienne jouer en Russie. Ouais, vas-y. Toi, on s'en fout. On y va, quoi. Tout ça. Bah oui, on y va, on va être les premiers. Ouais, allons-y. Tu vois, et puis finalement, le gars, il est revenu le lendemain. Finalement, il veut 2 concerts. Puis finalement, 3 concerts. Bon, allons-y. Il y a une autre histoire de dingue, c'est quand on parle de Miles Davis, pas n'importe qui, en 1988, il vous vend en concert. Et là, il déclare que le zouk, c'est la musique du futur. Ben, je peux même pas faire de commentaires là-dessus parce que moi je l'ai jamais rencontré. Enfin, on l'a jamais rencontré, tout court, quoi. C'est dingue, hein. Et on a vu le bouquin, alors on était bon, on peut se la péter, hein, tu vois. Là, vous Davis, pouvez, quand même. oui. Mais honnêtement, comment, pourquoi? Est-ce qu'il y a des jeunes artistes qui pourraient être un peu vos héritiers aujourd'hui quand tu écoutes? Oui, tous. Tous. Parce qu'en fait, tu vois, dans les pays qu'on sillonne, hein, quand tu prends aux Antilles, en Afrique, etc., il y a plein d'artistes qui ont été influencés un peu par ce qu'on fait.
Donc, bon, on a plein de petits héritiers un peu partout. Bon, il y a des pays, certains pays plus que d'autres. Donc là, il y a un nouvel album qui va arriver. C'est pas qu'il y a un nouvel album, c'est qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 18 ans, tu sortais un album de blues. Ouais. De blues, et là, l'occasion t'est donnée de reprendre les G.I. Joe là, de l'époque. Etc. Dans le cadre d'un festival. Voilà, d'un super festival, et de jouer un concert blues. Pas n'importe quel blues. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé la musique, tu vois, jouer de la guitare, donc je commençais par le blues, parce que c'est facile, à première vue. Hein. Puis après, tu fais du rock, évidemment, puisque tous les mecs qui font du rock, ils ont commencé par le blues. Donc, là, il a fait du rock aussi, tu te rends compte? Bah oui, Il a à tout l'époque, fait. il y avait Surtout quoi? à On avait le l'époque, choix, il y avait et quoi. pas Voilà. encore de rap, donc forcément, Bah ça non. s'explique. Ouais. Tu vois. Et puis, alors le blues, alors, si tu veux, quelques années après, quand je me retrouve à devoir faire un album où je mets un peu toutes mes influences, je me dis, je vais faire du blues. Ouais, sauf que le blues, ça, c'est le truc des Américains. Quand on te dit le blues, c'est-à-dire c'est les gens dans les champs de coton qui crient leur désespoir, leur amour, leur tout ce que tu veux, quoi. Nous, chez nous, il n'y a pas de champs de coton. Il y a des champs de canne. Bon, et il y a la même souffrance. Hein. Je ne vais pas mesurer pour dire, tiens, on souffre plus que celui-là. Bon, voilà, c'est les mêmes souffrances, mais chanter autrement, avec, bon, voilà, d'autres problématiques. Alors nous, notre blues, ben, il n'est pas que triste. Le blues des champs de Cannes. Voilà. C'est ça que tu dis. C'était extrait, enfin c'était autour de ce projet qui s'appelait Les Phrasing Blues. voilà, Alors, sorti il y a c'était, 18 ans. ouais. Et donc que tu vas rejouer à Paris, Ouais. en tout cas plutôt à Gonesse. Alors, on va jouer à Gonesse au dans le Festival Banlieue 91. Bleue. Ouais. Mhm. Bon, on va le faire là, et puis après, on va le faire dans plein d'autres endroits. On va faire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, New York, Montréal, etc. Quoi. New York, comme ça, glissé au milieu de toutes ces régions françaises. Non, c'est génial, c'est génial. On se rappelle que monsieur a retardé son avion de Singapour. On va faire un petit stop, discuter avec nous. Mais en tout cas, On est très quel l'honneur contents. Très de content. t'avoir avec nous sur le plateau de BET Buzz. On rappelle qu'on célèbre le Black History Month à notre sauce sur BET, et on va revenir sur des moments clés de notre histoire. Voici le Black History Time. Alors, je vous propose cette semaine de plonger dans l'histoire à travers une BD de Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau qui s'appelle, je parle sous le contrôle de Jacob parce que mon accent n'est pas parfait, ça s'appelle Pays en nous. C'est bon. C'est une enquête, C'est bon, ça va, y est, tu j'ai peux passé le continuer, contrôle, vas-y, ça se peut vas-y. enchaîner. C'est une enquête qui parle donc du bumidum. Est-ce que vous savez ce que c'est le bumidum? Moi, je sais, Ouais. parce que je suis un enfant du Bumidum. En fait, c'était une agence qui avait aux Antilles, enfin dans les dom-toms, quoi, qui prenait des gens dans les dômes, qui les amenait en France. Alors, on trouvait du boulot, on trouvait un appart, enfin, toi, Tout à fait. voilà, pour que tu restes là, et puis comme ça, c'est une autre façon d'arranger la chose, quoi. Exactement, et le mot Bumidum signifie Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. C'est une institution qui a été créée en 1963 dans le but, effectivement, de favoriser l'émigration des citoyens d'outre-mer vers l'Hexagone. Alors comme ça, sur le papier, ça a l'air super généreux, mais en réalité, c'est tout autre chose. Le contexte, on rappelle les années 60, c'est l'indépendance de toutes les colonies africaines de la France. Donc les anciens colonisés ne sont plus des Français et donc ne peuvent plus être fonctionnaires. Or, les administrations ont besoin de main-d'œuvre pour les tâches les moins qualifiées. Michel Debré, qui était le Premier ministre du général de Gaulle, décide alors d'organiser de manière massive l'arrivée de personnes originaires de Martinique et de Guadeloupe, mais aussi de la Guyane et de la Réunion pendant plusieurs décennies. Beaucoup d'entre eux intègrent la fonction publique et occupent des postes dans les hôpitaux, à la RATP, à la Poste, et ça explique la surreprésentation des personnes, notamment d'origine antillaise, dans ces administrations. Et ils effectuent les tâches que les Français de l'Hexagone ne veulent pas accomplir. Donc ça crée des situations paradoxales où on a des ultramarins qui sont formés pour être chauffagistes ou réparateurs de chemin de fer, alors que chez eux, il n'y a pas d'hiver et il n'y a pas de train. Donc voilà, on voit bien que c'était vraiment dédié à l'Hexagone. Mais il y a aussi des raisons officieuses. À l'époque, dans les Outre-mer, plusieurs mouvements se mobilisent dans les Antilles pour demander l'indépendance. Et avec le Bumidum, Michel Debré, il cherche à briser la contestation sociale en se fixant l'objectif de faire partir 10 000 à 12 000 jeunes par an, ce qui est quand même assez énorme, ce qui viderait les mouvements militants de leur vigueur. Et autre envers du décor, avec des conditions économiques difficiles, les Outre-mer sont touchés par la misère et le Bumidum promet une ascension sociale. Or, à leur arrivée, plusieurs femmes notamment, elles sont placées dans des familles très aisées pour être leurs domestiques. Donc on ne peut pas vraiment parler d'ascension sociale. Ça va jusque quand le Bumidum? Jusqu'en 1981, donc presque 30 ans, au total, 160 000 personnes viendront dans l'Hexagone par ce biais. Ces déracinements créent beaucoup de douleurs et de déceptions que la bande dessinée de Jessica Oublié nous raconte. Et elle se plonge, elle, dans les souvenirs de sa famille. Elle nous emmène en Guadeloupe, en Martinique, à la recherche des acteurs de cette histoire longtemps tue, qui a été très très tabou. Elle rencontre des universitaires comme Françoise Vergès ou Audrey Célestine qui lui racontent le côté sociologique de l'affaire. Alors c'est quoi les conséquences du Bumidum? Eh bien, les conséquences vraiment très importantes. Dans les Antilles, la population décroît. Ce sont vraiment les départements français où il y a moins de gens et elle vieillit.
Et de nombreuses personnes se sont installées dans l'Hexagone dans le même mouvement, mais sans même passer par le bureau. Si bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a 640 000 natifs des DOM et leurs enfants qui vivent dans l'Hexagone, ce qui fait en fait l'équivalent d'un 6e DOM. Et en fait, bientôt, le service public France Télévisions diffusera un téléfilm, donc plusieurs épisodes, qui s'appelle Le Rêve français, qui est produit par France Zobda et qui raconte la saga de personnages antillais sur fond de l'histoire de Bumidum. On pourra y voir Aïssa Maïga, aussi Yann Gaël, qui a d'ailleurs reçu un prix en interprétation à La Rochelle dernièrement. Est-ce que vous avez déjà chanté le Bumidum, cette histoire? Nous, non. Mais avant nous, il y en a eu. Oui, il y a un groupe réunionnais qui s'appelle Ziskakan qui l'a chanté. Si, on a fait une tournée aux États-Unis avec eux. Ah, ouais, bah pardon, très, très beau, excusez-nous. très Oui, beau mais groupe. bon. Non, mais sérieux, c'est avec Angélique Kidjo, Ziskakan et nous. La Et on a classe. fait plein de villes. Tu vois. On a fait tout le tour des États-Unis. Est-ce que ce genre d'histoire, Latch, ça pourrait t'inspirer une histoire, un film Bah oui, complètement. C'est une histoire qui est intéressante. C'est une histoire qui parle un peu, je ne vais pas dire de la cause black, parce que les Antilles, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez compliquée. C'est les anciens Africains qui ont été déportés. Il y a toute cette histoire d'esclavage, de la colonisation. Et moi, c'est des sujets qui m'intéressent, bien sûr. C'est un sujet qui t'intéresse et nous, on va s'intéresser à ce sujet. Qu'est Ladjli, un sujet en lui-même, issu du collectif légendaire Courtrajmé, qui a vu défiler de grands noms du cinéma français. Il a su cultiver sa singularité, caméra au point. Il s'est fait remarquer en 2007 avec son documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil, qui proposait alors une véritable immersion dans la ville d'où avaient démarré ce que nous appelons les révoltes urbaines de 2005. Il a marqué les esprits en réalisant en collaboration avec l'artiste JR Chronique de Clichy-Montfermeil et nous le recevons parce qu'il a réalisé le tour de force d'être nommé 2 fois dans 2 catégories différentes au César cette année pour le documentaire à voix haute et pour son court-métrage Les Misérables. Ladjli fait son BET Buzz. Alors Ladjli, Il est là. tu as une vie incroyable puisque tu es nommé dans 2 catégories différentes au César. Est-ce que tu t'y attendais? Pas du tout. Mais vraiment pas. Comme je l'explique, Courtrajmé, ça va faire 20 ans que je fais partie de ce collectif. Ça va faire 20 ans qu'on réalise des cours, des clips, des documentaires. Et c'est la première fois qu'il y a un membre de l'équipe qui est nommé au César. Donc c'est une première. 2 fois, frérot. 2 fois au Ouais, Mais César. c'est comment pas ça les se choses à passe moitié. Hein. Et tu reçois un courrier où il t'appelle, il t'envoie un SMS ou tu le vois sur Non, j'ai dans vu la ça presse. sur le net. Mais non. Comme nous, quoi. Voilà, je suis sélectionné. Bon, ok, c'est une bonne C'est nouvelle. vrai. Ah non, vraiment, je l'ai appris, Ah je l'ai ouais. appris sur C'est Internet. dingue. On Bravo. parle de la voix haute, mais il y a surtout Les Misérables. Ouais. Les Le Misérables. court-métrage Ouais. que vous allez, j'espère, découvrir très vite. En tout cas, nous, on vous passe un extrait maintenant. Ça fume là, vas-y Guadin, demi-tour. Ah ouais. On va aller contrôler Cosette. Vas-y Pento avec moi. Bonsoir mesdemoiselles. Contrôle de police. Faites quoi là? On attend le bus. Ah, Les Misérables, hein, Ouais. qui est donc nommé au Au César. tout à fait. Donc ton film raconte la banalité de la violence policière. Comment t'es venue cette idée? Comment m'est venue cette idée? En fait, moi, je filme depuis mon plus jeune âge. Je filme depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Donc, j'ai filmé pendant plusieurs années mon quartier, Clichy-Montfermeil. D'ailleurs, je fais une parenthèse, on retrouve un peu le procédé de réal. Vraiment, là, la signature, c'est caméra au point. Quoi. Exactement. On suit, on est à la première Ouais, personne. Quoi. complètement. C'est énervé. J'ai essayé de garder en tout cas ce Bien style sûr. dans la fiction. Mais vraiment, le point de départ, c'est ça. J'ai filmé mon quartier pendant plusieurs années. Je faisais du cop watch. En fait, le cop watch, c'est un concept qui a été créé aux États-Unis où les habitants des quartiers difficiles filmaient les policiers pendant leurs interventions pour pas que ça dérape, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de violences policières. Donc, j'ai repris ce concept où j'ai filmé les policiers pendant plusieurs années jusqu'au jour où j'ai filmé une bavure policière. Donc de là, quand j'avais cette vidéo entre les mains, j'étais convoqué par la police, on m'a déconseillé de la sortir. Et finalement, j'ai sorti la vidéo qui a fait un tollé incroyable sur le net. Donc toute la presse a repris, il y a une enquête de l'IGS. Les policiers ont été condamnés. Donc c'était un peu une première, le fait que les policiers soient condamnés suite à une vidéo. Donc là, je me suis rendu compte de l'impact Du pouvoir et même de la de la portée des images. Et donc là, j'ai voulu en faire une fiction, j'ai voulu raconter cette histoire en faisant un court-métrage. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ. Ce film, il est tourné où?
Ils tournaient essentiellement à Clichy et Montfermeil. C'est chez toi, c'est chez toi. Mon studio de tournage. T'as un vrai rapport complètement. particulier. Moi, je suis né à Paris, mais j'ai grandi là-bas, donc ça va faire plus de 30 ans que j'y habite. Et ça va faire plus de 20 ans qu'on tourne, que ce soit avec le courtage mieux, que ce soit pour mes projets personnels. Donc, ce que j'explique, c'est que c'est vraiment mon studio de tournage. C'est aussi mon lieu d'habitation, mais c'est aussi mon lieu de tournage. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Peut-être aussi, tu as de nomination, on le dit, la dénomination, c'est... C'est À voix haute, un documentaire qui parle d'un concours d'éloquence qui se déroule en Seine-Saint-Denis, donc qui a beaucoup marché, qui a beaucoup ému. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Bah oui, À voix haute, c'est un documentaire sur un concours d'éloquence qui est organisé tous les ans à l'Université de Saint-Denis. Donc là, le concept, c'est vraiment, on suit un groupe d'étudiants qui font une formation de 6 semaines. Et suite à ça, il y a un concours de 6 semaines qui est organisé. En fait, le but, c'est d'élire le meilleur orateur du 93. Donc voilà, c'est un docu qu'on a sorti dans un premier temps en télé. D'ailleurs, Okaya est jury dans le concours. Et donc, c'est un film qu'on a sorti dans un premier temps sur France Télévisions. Et ensuite, une sortie cinéma qui a plutôt bien marché. Ouais, aujourd'hui, il est nommé au César. Très belle vie, en tout cas. On parlait déjà la semaine dernière des Césars avec Christiane Taubira qui était à votre place, mes amis. Et comment, depuis le coup de force de Madame Beyala et de Monsieur Saint-Éloi, ça commence à bouger dans le 7e art. Alors, il n'y a pas ce soir, dans notre émission 1, mais 2 nommés au César. Eh oui, eh oui. On accueille tout de suite Josa Ndjembe. C'est notre coup de cœur de la semaine. Josa vient de s'installer. Est-ce qu'on ne sentirait pas une petite tension sur le plateau ? On a 2 nommés, 2 concurrents au César. Deux complices. Donc ton film s'appelle Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux, un titre très poétique. Il a reçu plus de 37 prix, ce qui est juste incroyable. Ouais. Donc toi, tu as été journaliste, tu as réalisé des documentaires et tu t'es lancé dans la fiction donc avec brio. Je propose qu'on regarde un extrait du film. Mais je croyais que j'étais camerounais. Mais t'es surtout français puisque t'es né ici. Et pourquoi je peux pas être les deux ? Ça suffit avec cette histoire. Enfin, ils doivent être archi fiers, tes parents. Ouais. Pierre, t'iras voter au Cameroun ? Arrête. Je comprends pas que tu m'étouffes! Nommé au César pour le bleu, blanc, rouge de mes cheveux. Alors, mieux qu'un extrait, c'était la bande-annonce donc, du film qu'on a vu. C'est quoi le rapport entre ces 3 couleurs et les cheveux, Josa ? Ah, tiens, débrouille-toi avec ça, vous avez 4 heures. Allez. Non, mais le bleu, blanc, rouge, évidemment, c'est la France. Les cheveux, c'était une façon de faire une métaphore filée sur la question de l'identité. Et donc, du coup, non, c'était une façon de dire, voilà, on est français et puis il faut nous prendre comme on est. Et voilà, après, le cheveu, c'est aussi, ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle la féminité, ça rappelle le cheveu afro. Donc, pour moi, c'était une façon d'affirmer tout ça. Justement, ce cheveu, tu l'utilises pour questionner l'acceptation de tous et de toutes par la France. Donc j'imagine que ça fait écho à des choses personnelles, mais est-ce que plus largement, tu voulais interroger ce rapport qu'a la France à ses minorités ? Oui, parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est que moi, quand je vais à la boulangerie le matin, je ne me dis pas « je suis une noire qui va acheter mon pain au chocolat ». C'est toujours l'autre qui projette sur moi ce regard-là. C'est devenu mon problème, en fait. Moi, je suis née comme je suis née, avec l'éducation dans laquelle j'ai baigné, etc. Et puis, il y a un moment donné où, après la fac, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu comme si j'allais vivre dans un autre monde, un monde que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, c'était la pression que souvent les autres rejetaient sur moi. C'est devenu mon problème et il a fallu donc, du coup, que je m'en débarrasse. Et c'est à travers ce film que j'essaie d'exorciser tous ces démons-là. Comment est-ce que tu as réalisé ton casting ? Il y a des gens qu'on apprécie beaucoup aussi dans ce film, notamment Mata Gabin, aussi, qu'on aime beaucoup. Comment ça s'est passé ? Il y a eu plusieurs choses. Je ne me suis rien interdit. Je suis passée à la fois par un directeur de casting. J'ai vu beaucoup de jeunes filles aussi qui avaient des envies de cinéma, tout simplement parce que je me suis dit que c'est aussi intéressant de révéler des pépites. Et il se trouve étrangement que grâce à la comédienne principale, je l'ai trouvée au Conservatoire de Paris. Ouais. Elle est diplômée. Et à aucun moment, j'ai eu le réflexe de me dire je vais aller voir du côté du Conservatoire de Paris. Pour te dire à quel point c'est ancré, ces trucs-là, de se dire on va voir des comédiens jeunes, noirs, au Conservatoire. Et il se trouve qu'elle était là.
Quand je l'ai vue arriver, tel un port de tête comme ça. C'est un peu comme une dame déjà. Et quand elle est arrivée, je l'ai vue très loin et je suis que c'était elle. Les Césars, c'est dans quelques jours, là. Comment vous préparez tous les deux? Vous êtes nommés tous les deux, on le rappelle? Bah oui, on est nommés tous les toi deux, mais on se prépare pas spécialement. On laisse quelques posts sur Insta, sur Internet, on envoie quelques messages aux votants. Enfin, L'année dernière, on avait reçu ici, à votre place, Maïmouna Doucouré Et Alice Diop. et Alice Diop, toutes les deux nommées. Ça leur a porté bonheur parce qu'elles sont parties avec un prix ex-aequo. On vous souhaite vraiment la même chose, Exactement. tous les deux. En plus, sous l'œil du papa qui est là, Jacob. Tu as vu cette nouvelle génération d'artistes? Ouais, ben, tu vois, ça me rassure au moins. Toi, je me dis, bon, on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Ouais. Tu vois, ça a pris du temps, ça a avancé doucement. Maintenant, on a des gens qui se présentent au César. Tu vois. Merci en tout cas, Josa, d'être venu. Bonne chance pour la suite, évidemment. Lui n'a pas été nommé au César, mais dans nos cœurs, il a l'Oscar de la cellulite onctueuse. Il revient à peine de Martinique. Voici Balou. Balou nous a rejoint, je te présente Ladjli. Yes. Réalisateur nommé au César, pardon. Je veux dire, yes, ça suffit pas. La révérence. On vient du même quartier. Ah, voilà. Et Jacob de Varieux. Ah, c'est légende. Classique, pas besoin de me présenter. Attends, tu disais juste avant que quand tu étais petit... Ouais, c'est ça, quand j'étais petit, j'avais tout le temps ma guitare et je me prenais pour Jacob. Tu te rends compte? Waouh. Et lui, d'ailleurs, il disait qu'un de ses fils connaissait la cellulite onctueuse, le hashtag que tu as lancé. Bon, oui, donc ça commence à se diffuser. Ouais, ça va, ça c'est bon. Le cellulite onctueuse gang. Est-ce que tu as retrouvé ça en Martinique? Ouais, au carnaval, il y en avait, mais ce qui m'a beaucoup en fait surpris au carnaval, parce que moi je suis martiniquais, etc., c'est l'aspect culturel en fait. En fait, moi, en tant que martiniquais, quand j'allais chez ma famille, j'allais à la plage, etc. Mais là, je suis vraiment rentré dans le truc d'une différente façon. Alors, on va remettre un peu dans le contexte. Le carnaval, ça remonte du XVIIIe siècle en Martinique. C'était à l'époque esclavagiste où justement les esclaves faisaient ça pour dénoncer ce qu'ils vivaient au quotidien de manière dérisoire. Et il faut savoir que ce carnaval, déjà, il se déroule sur plusieurs jours. Moi, quand je suis arrivé, il y avait le dimanche gras, lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres. Chaque jour a un thème. Moi, j'ai participé au Mardi Gras. Et en fait, le Mardi Gras, c'est un jour spécial, c'est le jour des Diables Rouges. Voilà, c'est une culture qui vient des esclaves noirs à l'époque, avec les masques de diable, etc. Et moi, j'ai assisté en fait à la conception des costumes, des chants, etc. J'étais dans un groupe qui s'appelle Tambou Bocanal, tu vois. Et on a dansé, je crois que c'est l'un des plus gros en Martinique. Jacob hoche la tête. Je crois que tu as rencontré des gens, justement, qui ont pu aussi t'en parler, qui sont venus vivre le carnaval. Qui sont venus vivre le carnaval. C'était 4 jeunes filles d'origine congolaise qui ne connaissaient rien à la Martinique, qui ont lâché leurs impressions. Est-ce qu'on on va regarder ça tout de suite. Voilà. Souvent dans le carnaval, on voit que le côté festif et tout, plein de couleurs, tout le monde qui saute partout. Et justement, en fait, nous, on nous a fait découvrir en fait l'autre visage en fait qu'on ne montre pas à la télé, qu'on voit pas. Par exemple, à un moment donné, on est arrivé au départ, c'est le basique, maquillage, machin, tenue, eau pour aller avec. On a enlevé parce que bon, on a utilisé toute la journée, on a transpiré, on les a enlevés, on n'a pas gardé. Et du coup, il y avait l'autre aspect aussi. À un moment donné, on est parti en regardant un peu toutes les étapes du sureau, des gens qui en fait mettre du coup du sureau sur eux, tout ce qui est noir. En fait, on nous expliquait un peu justement la signification en fait. Tout ce qui est lié toujours par rapport à l'esclavage, par rapport à avant et tout, les étapes, pourquoi on fait ça. C'est toujours un effet pour montrer en fait que d'accord, on est fiers de notre passé, de ce qui s'est passé et tout, mais pour autant, en fait, on cherche à avancer, on cherche à aller de l'avant. Et cet aspect, franchement... Ah non, mais là, dingue, hein, elles ont l'air fatiguées. Ouais, elles ont l'air fatiguées. Je dis pas que c'était avant le carnaval, ça. Non, ça c'était après, elles ont dansé, elles étaient dedans. Bon, t'as passé un vrai bon moment, quoi. Non, j'ai passé un vrai bon moment et il y a vraiment une visite culturelle qui m'a mis une gifle qui s'appelle la savane des esclaves. En fait, c'est 2 hectares aménagés avec des anciens villages en fait, d'esclaves, des cases, etc., sous forme de musée. Et en fait, on a fait le tour avec monsieur Gilbert Delarose, qui a tout fait avec des gars à lui, etc. Et depuis 1996, il nous expliquait qu'il travaillait sur ça. Et il explique que il faut en être fier parce qu'on vient de là. Et c'est quand on sait d'où on vient, qu'on sait où on va. Et je conseille à tout le monde d'aller visiter ma petite île aux fleurs, la Martinique, la Guadeloupe aussi. Allez dans les îles, allez partout. Jacob, ce carnaval, il ne faut pas le rater. Ah bah écoute, c'est le moment qu'il ne faut pas rater, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on l'a fait une fois, enfin on l'a fait il y a très longtemps.
Parce que tu vois, il y a des camions qu'on appelle les chars. Quoi. Il y a des camions, et puis il y a un orchestre qui est sur le camion, il y a une sono sur le camion, et il se déplace, et puis tu as la foule qui suit. Et on l'a refait il y a, je ne sais plus, 2, 3, 4 ans. On a refait une fois, c'était monstrueux, il y avait 100 000 personnes derrière. Chiffre de la police. Parce que, important de le préciser. Mais oui, parce que nous, on était dans le char. Donc si tu veux, on voit juste autour de nous, quoi. Alors on disait, ouais, il doit y avoir 15 000 personnes, quoi. Alors qu'il y a une vague humaine. Donc, le préfet, il dit, non, il y avait 100 000 personnes. Il y avait même un drone qui filmait par-dessus. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade, quoi. Bon, en tout cas, on a très envie d'y aller. L'année prochaine, on y va tous ensemble. Viens, on délocalise l'émission l'année prochaine. Voilà, direct, on va là-bas. En attendant, good buzz, bad buzz. On est avec le légendaire Jacob Devarieux, on est avec Ladjli aussi qui est là. Balou reste avec nous évidemment, même s'il est en jet lag et encore vidé totalement du carnaval de la Martinique. C'est l'heure du good buzz, bad buzz, c'est très simple, vous réagissez à l'actualité avec ce carton. Ça vous plaît, vous pensez que ça va cartonner good buzz, vous pensez que c'est vraiment malvenu, bad buzz. Je vous distribue les cartons. Et la première actualité que vous allez juger avec nous, vous aussi, vous jouez devant votre écran évidemment, c'est Francky Vincent. Francky Vincent confirme des reprises soleil, entre guillemets, de Johnny Hallyday. Good buzz ou bad buzz? Good buzz pour Ladjli, bad buzz ici. Ouais, je dis good buzz, ça me fait rire. Oui. Good buzz aussi, Jacob. Bad, pourquoi bad buzz? C'est chaud quand même de faire ça. Franchement. Non mais le pire c'est qu'à la base il devait le faire avec Evangeli. Ouais c'est ça. Il y a trop d'informations là. Il y avait trop de choses. Non mais Jacob, c'est scandaleux ou pas qu'ils reprennent du Johnny? Je crois que Johnny a frappé un peu tout le monde à l'époque. Bah oui. Tu vois, bon, voilà, vous êtes trop jeune pour connaître ça. Mais non. À l'époque, de toute façon, c'était les seuls qui passaient à la radio, quoi. Ouais, il n'y avait pas de rap, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas tout ça. Voilà. La musique de noir, c'était Johnny. Mais qui a repris pas mal de standards d'ailleurs américains, noirs américains. Ouais. Bon là ce sera Francky Vincent. Faites avec ce que vous avez. L'arroseur arrosé. Maintenant parlons de Maître Gims qui fait le Stade de France, premier rappeur à faire le Stade de France. Good buzz, bad buzz. Good pour tout le monde. Vous êtes le premier groupe à avoir fait vous le Stade de France. Ouais. C'était un super souvenir j'imagine. Non. C'est vrai, pourquoi? C'est-à-dire que c'est tellement grand. Tu fais un plan, tu sais que quand tu vas faire ça, la foule va répondre comme ça, et puis la foule ne répond pas. Et du coup, tu vois, tu passes à autre chose, quoi. Bon, ça n'a pas marché, bon, ok, tu passes à autre chose. Et là, d'un coup, parce que le temps que le son prend pour sortir du stade, pour arriver jusqu'à toi, tu vois, tu as le temps de te dire, ouais, bon... Archi déstabilisant, quoi. Et en descendant de scène, en plus, bon, tu vois, c'est un terrain de football, quoi. Donc, tu vois, le son n'arrive pas de la même façon. Et en descendant de scène, tu nous aurais demandé, alors, c'était bien? Ouais. Et après, c'est en regardant la vidéo qu'on a dit, ah ouais, mais finalement, c'était bien. Good buzz, bad buzz, JR nommé aux Oscars avec Agnès Varda. Good buzz ou bad buzz? Forcément. Là, on l'a mis exprès parce qu'on sait que c'est la famille, là. On acolyte, c'est sûr, non, mais super content pour lui. Son film cartonne, a cartonné en France. Là, il est sorti aux États-Unis, il cartonne. Comment s'appelle ce film? Il est parti à Visage Village avec Agnès Varda. Donc là, il est parti pour remporter... on croise les doigts pour remporter l'Oscar, quoi. C'est génial. Ouais. Une autre actualité, le retour de Doc Gynéco. Le secteur A revient, on en a parlé dans cette émission, mais là, il revient avec un nouveau single qui s'appelle France. Est-ce qu'avant de juger, vous voulez écouter ce que ça donne? On va écouter ce que ça donne. T'as vu le temps qu'il fait en France? Il y a toujours une polémique en France. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on est quand même bien en France. Elle est tout en vacances. Alors du coup, je me suis fait mon avis. Je sais pas, je suis en train de... Moi, franchement, je voulais lui donner de la force en disant good buzz, mais... Moi aussi, j'avais envie, parce qu'avec Gynéco, ça reste quand même une légende dans le rap, avec son premier album qui avait tout cartonné. On a tous écouté du Doc Gynéco, mais là... Là, on sait pas. Après, on sait pas trop. On sait qu'il repart en tournée avec tous les copains du secteur A. Mais là, sur ce titre... Je sais pas. J'ai un doute. Jacob est bon camarade. Moi, je suis bon camarade. Et puis, je me dis qu'il me fait tellement penser à Gainsbourg dans cette démarche et tout. Sur le coup, tu regardes comme ça, tu sais quoi encore cette connerie. Puis après, tu réécoutes, tu dis, ah ouais, quand même. On va suivre les conseils du daron. Peut-être qu'on va réécouter un peu plus sérieusement. Et enfin, dernière news, good buzz, bad buzz. Balou se lance dans le hard rock. Vous allez voir. D'accord, bon,
À la plage, en plus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations dans cette vidéo? Déjà au niveau des cuisses. Trop, avec les shorts, on sait pas trop là. Ouais, ça attire l'attention. Allez, on valide. Allez, on valide. Allez. Ok, Good Buzz, on valide, évidemment. C'est ainsi que se termine cette émission. Avant de remercier nos invités, on va évidemment. Là, je te souhaitais. On dit pas bonne chance, c'est pas bien je crois de dire bonne chance. Hein. On dit merde. On dit merde pour les Césars, évidemment. Les projets, c'est quoi, Ladj? Prochain projet, on adapte le court-métrage Les Misérables en long-métrage. On aimerait tourner cet été. Et là, j'ai refait un film que je co-réalise avec JR, qui s'appelle Portrait d'une génération, qui sort pour le mois de mai, normalement, si tout va bien. Du ça, lourd, c'est du lourd. Du lourd. Et puis, bah, Jacob, bientôt sur scène. Alors, bientôt sur scène. Oui, alors, le 23 mars. Le 23 mars, pour, à le Gonesse. festival, ouais. Et l'année prochaine. L'année prochaine, il fête les 40 ans de Kassav. Oui, quand même. Bah oui, vous n'étiez pas encore né. Hein, donc, 40 ans vous étiez de même pas en Kassav. projet. Voilà. Vous avez déjà fêté les 30 ans, c'était un truc de ouf. Ouais, alors les 40 ans, ça va être. Ça, c'était au Stade de France. Là, mais qu'est-ce que tu peux faire? Vous faites quoi après le Stade de France? Arena, bon, parce que voilà, c'est la plus grande salle. Maintenant, c'est la plus grande salle qu'il y a. Et puis, on l'a pas encore fait, voilà. Il dit ça, bon, normal. Mais non, mais j'ai pas le temps, tu sais. Les mecs, ils me disent, viens à Nanterre. Bah, je viens, je vous dis, moi. Mais non, mais je dis ça très humblement. Tu vois, on a fait l'Olympia, on l'a fait parce qu'on l'avait pas encore fait. Hein, tu vois, on a fait. Non, mais c'est vrai, on avait fait plein de Zénith. Tu vois, on avait fait Bercy. On avait fait le Stade de France, mais on n'avait pas fait l'Olympia. Bon, quand même, c'est une salle mythique, quoi. On a dit, bon, on fait l'Olympia. Allez, on a fait un concert juste pour l'Olympia. C'est complètement ouf. Voilà. Bon, là, maintenant, il y a une nouvelle salle qui est ouverte. Attends, allez, vous inaugurez toutes les salles, les grandes salles. Ça, hein. C'est super. 40 ans, on était vraiment très honorés de te recevoir, Jacob. On Voilà. est très content que tu aies pu partager l'affiche avec Josa, qu'on a reçu tout à l'heure, et avec Ladj aussi, tous les deux nommés au César. La semaine prochaine, on reçoit de nouveaux invités, tout aussi talentueux, et on débutera un nouveau mois, ce sera le mois de l'humour. Absolument. D'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain. Salut. Je veux un super générique, hein. Come on to me.